Il existe chez l'homme ce que l'on pourrait appeler le phénomène de la présence secondaire. C'est la présence secondaire qui crée chez l'individu le doute. C'est elle qui lui communique une vibration qui l'amène à se questionner. C'est elle qui le rend incertain, qui diminue la centricité de son mental, qui assujettit son mental à l'émotion et qui lui crée dans les actions de la vie, en relation avec les événements de la vie, cette constante incertitude qui fait que l'homme trouve très difficile de pouvoir avancer de jour en jour avec la pleine certitude de ses capacités. Si cette présence secondaire n'existait pas chez l'homme, il ne souffrirait pas de ses décisions, il ne souffrirait pas de ses démarches, et il ne s'inquiéterait pas non plus du mouvement ou de la dynamique de ses démarches. Il vivrait dans une sorte de quiétude certaine, dans une sorte de repos mental où son esprit serait en mouvement continu et où son mental inférieur ne serait pas obligé de divaguer constamment entre le possible, l'impossible, la réussite, la faillite, le mouvement ou l'arrêt. Cette deuxième présence, qui fait partie du niveau psychologique de l'intelligence, s'effacera graduellement au fur et à mesure où l'homme développera une conscience mentale à toute épreuve. C'est-à-dire une conscience mentale où l'émotion et les événements n'entreront plus en jeu. C'est l'entrecroisement de l'émotion et de l'événementiel qui fait surgir dans la conscience humaine cette deuxième présence et qui crée chez l'homme cette difficulté à sentir qu'il avance toujours sans jamais reculer. Ce niveau psychologique du mental ne peut pas instantanément disparaître parce que l'homme n'est pas encore dans sa pleine puissance. Donc, il n'est pas capable de faire vibrer dans le mental une énergie qui dépasse le niveau psychologique que crée en lui cette deuxième présence. Avec l'évolution du mental, avec le développement des événements dans la vie de l'homme, avec la conscientisation reliée aux événements, cette deuxième présence disparaîtra et l'homme ne sentira que le premier niveau de sa conscience, c'est-à-dire le niveau lui permettant de vivre en présence de son intelligence, c'est-à-dire dans la présence de son intelligence, toujours prête à lui souffler l'information dont il a de besoin pour bien participer à l'activité créative qui le lie, lui en tant qu'ego, à elle, en tant que force. Cette deuxième présence qui nuit à l'homme, qui nuit à la sérénité de l'homme, qui nuit au repos de l'esprit et qui empêche aussi le grand plaisir de la créativité libre, dynamique et sans écueil, ne peut pas venir tant que l'homme n'aura pas dépassé les limites psychologiques que l'ego lui impose face à sa puissance. L'homme doit sentir, et ceci ne peut venir que de lui-même, l'homme doit sentir qu'il est, au prime abord, a priori, un être en puissance. Si l'homme ne réussit pas à sentir, à savoir, avec pleine certitude, qu'il est un être en puissance, cette seconde présence remplira le vide créatif de son mental et empêchera que l'homme puisse bénéficier de la présence de son intelligence, de la relation étroite avec son intelligence et du rapport parfait qui existe entre lui et elle. Rapport lui donnant, justement, cette grande sérénité.
Donc l'homme devra trouver en lui-même la faiblesse, l'illusion, l'élément qui l'empêche de sentir sa puissance. Et comme l'homme vit dans un événementiel, comme il vit en relation avec des événements de toutes sortes, ce sont les événements dans la vie qui deviendront pour lui la mesure de sa capacité de sentir cette puissance. Donc l'homme sera forcé, au cours de l'évolution de la conscience supramentale, d'étudier ses réactions émotives et psychologiques face au développement événementiel dans sa vie et de découvrir à travers ce truchement d'événements jusqu'à quel point il manquait de persistance mentale, c'est-à-dire de cette capacité mentale de supporter le temps sans se laisser abattre par la qualité ou la coloration des événements. Ceci demandera de l'homme une très grande capacité de transformer sa façon de voir les choses en une autre façon qui naît de sa vision mentale au lieu de ses perceptions psychologiques. La vision mentale de l'homme est un acquis de sa conscience, mais elle ne devient un acquis chez lui que dans la mesure où il est capable, selon les événements, à travers le mouvement des événements, à travers leur complexité, de supporter la tension psychique qu'il crée sans se laisser le moindrement, émotivement ou mentalement colorer dans la conscience. C'est ainsi que l'homme pourra détruire, neutraliser la seconde présence, qui est un mélange de beaucoup de choses. La seconde présence peut être aussi bien une affliction astrale, c'est-à-dire le produit de communication astrale de toutes les sortes, et aussi un mouvement subtil de son double, cherchant à perfectionner sa relation avec lui en lui faisant réaliser l'illusion de certaines formes pensées que lui peut mettre en mouvement, mais dont l'ego a la responsabilité de neutraliser sur le champ. Donc l'homme, dans la transformation de son mental, non seulement vit-il en relation possible avec des pensées astralisées, mais il peut aussi vivre des pensées qui lui sont communiquées par le double, qui servent ou qui ont le but de mesurer jusqu'à quel point il est perturbable psychologiquement, jusqu'à quel point il est affectable dans sa mentation à cause de son état émotif. L'homme de l'involution a toujours travaillé à partir de sa conscience égoïque, à partir de sa conscience égocentrique, alors que l'homme de l'évolution travaillera à partir du rapport étroit entre l'intelligence créative de son mental supérieur et son ego devenu de plus en plus transparent à l'énergie de cette intelligence. Donc pour l'homme nouveau, s'exécuter dans la vie, vivre les événements, vivre à travers les événements, est une nouvelle façon de vivre sa vie. Et cette nouvelle façon n'est pas facile parce que, justement, il est habitué à vivre sa vie selon un mode évolutif, alors que la vie nouvelle, la vie mentale, la vie de la conscience, la vie de l'intelligence instantanée, demande qu'il puisse constamment supporter l'événementiel sans, sur le plan psychologique, en vivre la coloration. Autrement dit, sans vivre, subir ou souffrir de la seconde présence. L'élimination de la seconde présence dans la vie mentale de l'homme est essentielle à long terme et elle se fera parce que le mental supérieur de l'homme deviendra de plus en plus puissant et le mental inférieur de moins en moins une source d'interférence dans la manifestation psychologique ou psychique de la conscience humaine. Ceci prendra le temps qui sera nécessaire selon chaque individu,
Mais le processus est effectivement un processus universel, donc tous les hommes en évolution grandiront de plus en plus dans une conscience où la seconde présence s'éteindra et où la présence primaire, le contact entre l'homme et sa source, deviendra de plus en plus établi, de plus en plus ferme, de plus en plus présent, de plus en plus continu. Ceci créera chez l'être humain une grande sérénité dans l'action et une grande capacité de vivre les subtilités des événements sans lui-même être agacé par la lenteur, la trop grande rapidité ou la qualité que peut projeter l'événementiel sur une conscience qui n'est pas habituée à travailler avec les lois de l'énergie et qui n'est pas non plus habituée à comprendre les lois du temps qui font partie et qui sous-tendent les lois de l'énergie. L'homme nouveau apprendra à utiliser, à se servir de la seconde présence, dans ce sens que il se servira d'elle un peu comme un muscle pour en arriver à développer le premier niveau. C'est en se libérant de la seconde présence, en la neutralisant au cours des années, qu'il en arrivera finalement à ne vivre que du niveau primaire de son intelligence. Mais pour que l'homme bénéficie du niveau primaire de son intelligence, il est obligé de passer par le niveau secondaire. Il ne peut pas sauter. Il ne peut pas dévier du mouvement correctionnel qui est essentiel afin que la seconde présence cesse d'être chez lui une présence nuisible, une présence qui lui enlève de l'énergie, qui le décourage, qui le met à terre ou qui le désinforme constamment. Plus l'homme entrera dans le premier niveau, il découvrira que l'information ou l'intelligence qu'il a de l'événementiel est toujours correcte, est toujours précis, mais qu'il est toujours à la mesure de ce qu'il doit savoir. Alors que dans le cas de la deuxième présence, il peut facilement avoir accès à de l'information, à une forme d'intelligence qui, dans un cas, sera correcte, dans un autre cas, ne le sera pas. Donc, l'homme, sur le plan émotionnel, se sent instabilisé, et cette instabilité-là dure tant qu'il n'a pas atteint le premier niveau, tant qu'il n'a pas neutralisé l'effet que crée la seconde présence dans son mental psychologique. L'homme nouveau apprendra à neutraliser la seconde présence lorsqu'il aura réellement et profondément pris conscience que le second niveau est toujours et de façon absolue non nécessaire. Lorsque l'homme aura réalisé que le second niveau n'est absolument pas nécessaire à sa prise de conscience face aux événements, qu'il ne fait que les colorer, qu'il ne fait que partie de la programmation de son mental, et qu'il n'est pas une source de vitalité mentale créative, l'homme s'habituera, s'ajustera et commencera graduellement à sentir de moins en moins l'effet ou l'influence de cette seconde présence sur son mental. Nous avons expliqué par le passé les conséquences ou l'effet ou l'influence de l'astral sur le plan mental humain. Dans le domaine de la seconde présence, nous avons accès à un phénomène soit astral, ou nous pouvons aussi très bien avoir affaire avec une dimension mentale du phénomène de la pensée, mais une dimension mentale qui veut amener l'homme à corriger de façon de plus en plus avancée sa relation avec l'information, c'est-à-dire sa relation avec le monde mental. Donc nous parlons, lorsque nous parlons de seconde présence, nous parlons à des hommes qui ont déjà suffisamment acheminé dans l'évolution de la conscience
pour avoir pu reconnaître les aspects négatifs de l'astralisation, pour en arriver finalement aux aspects plutôt fatigants, je ne dirais pas nuisibles dans un sens réellement négatif, mais nuisibles dans un sens de fatigue en ce qui concerne la seconde présence. Nous ne pouvons pas dire que la seconde présence est nécessairement astrale. Elle peut être le travail du double. Elle peut être le produit de son action nettoyante dans le mental afin que l'homme puisse en arriver avec le temps à bénéficier d'une liaison parfaite avec lui dans le but, naturellement, de pouvoir à long terme vivre, apporter sur le plan matériel de l'information directe, de l'information venant des plans mentaux, mais information qui, à ce moment-là, ne sera plus colorable par l'ego en évolution. Donc, le double, au cours de l'évolution, travaillera avec l'homme, cherchera à lui faire perfectionner son intelligence, cherchera à faire grandir son mental, afin que lui, en tant que source de lumière, puisse plus facilement travailler avec l'homme, puisse plus facilement nourrir l'homme, puisse plus facilement l'amener à créer sur le plan matériel. Pour que le double puisse créer dans l'homme, pour que la lumière puisse travailler avec lui, travailler à travers lui, il faut que cette lumière puisse faire son chemin à travers le mental d'une façon libre, d'une façon qui convient à ce qu'elle sait de l'événement, à ce qu'elle sait de l'avenir, à ce qu'elle sait du présent, à ce qu'elle sait de tout son plan d'évolution en action à travers un homme, 2 hommes, 3 hommes, 1000 hommes. Mais pour que la lumière puisse travailler de façon libre à travers l'individu, il faut que lui ait appris à reconnaître instantanément la seconde présence. Parce que la seconde présence, s'il la reconnaît, s'il agit dessus, lui permet alors de perfectionner, d'avancer, d'élever le taux vibratoire de son mental, donc d'établir une communication, une relation d'énergie de plus en plus parfaite avec le double, sa source. Si l'homme succombe aux influences, aux subtilités de la seconde présence, et qu'il ne travaille pas le muscle, qu'il ne travaille pas constamment à la neutraliser, il s'empêche de perfectionner son mental, donc il est forcément obligé de demeurer à un niveau d'intelligence secondaire. Il est obligé de demeurer à un niveau d'intelligence planétaire. Il ne peut pas vivre, supporter, canaliser une intelligence qui est nettement supérieure en vision, nettement supérieure en grandeur et aussi nettement supérieure en conséquence. Pour que l'homme puisse travailler avec l'intelligence universelle du double, il lui faut être capable de dépasser les conditions psychologiques de la seconde présence, dans ce sens qu'il doit, avec le temps, ajuster constamment son appareil de réception, réaliser constamment la faillibilité de sa réception et de vivre son mental, sa vie mentale, à un niveau qui n'est pas coloré par la seconde présence. Et l'homme qui ne vivra plus le mental coloré par la seconde présence le réalisera. Et il le réalisera de cette façon, dans ce sens, qu'il verra qu'une fois le second niveau éliminé, que le premier est toujours présent
est toujours sciant, est toujours capable de lui fournir la vibration nécessaire dont il a de besoin pour mener à bien sa vie sur le plan matériel. Dans la mesure où l'homme prendra conscience profondément de l'action de la seconde présence, il réalisera que son intelligence est d'un second ordre. Il viendra le moment où il ne pourra plus supporter de vivre une intelligence de second ordre. Il voudra vivre une intelligence d'ordre primaire, dont la qualité est toujours la sérénité de l'esprit, le calme dans le mental et la capacité d'attendre que les événements s'ajustent en fonction de la prescription que lui donne, que lui établit, que lui fait valoir le niveau primaire. Mais si l'homme n'est pas conscient de la seconde présence et qu'il ne travaille pas ce second niveau constamment lorsqu'il se manifeste, il ne pourra pas découvrir un jour sa puissance mentale, sa puissance créative. Il ne vivra que d'un intellect plus ou moins développé, plus ou moins ajusté, plus ou moins performant. Alors qu'en réalité, il doit vivre d'une puissance créative mentale, c'est-à-dire d'une intelligence capable de lui donner la vision instantanée de la direction dans laquelle il doit s'engager afin de pouvoir vivre une vie créative à la mesure de cette intelligence pénétrante. La seconde présence est un niveau d'activité mentale chez l'homme qui crée en lui le doute dans l'intelligence, donc le doute de son intelligence, donc le doute de sa puissance. Donc c'est un niveau qui est extrêmement important. Il doit être réalisé. Il doit être réalisé de façon formelle, dans ce sens que l'homme doit prendre conscience de plus en plus parfaitement de la nature de ce second niveau, de cette seconde présence. Aussitôt qu'elle se manifeste chez lui, il doit en être conscient afin d'en minimiser les conséquences, les influences. Si l'on demande quand l'homme, dans sa vie, sent-il, sait-il, perçoit-il sa puissance mentale créative, la réponse sera lorsqu'il ne sent plus la seconde présence. Lorsque cette seconde présence est disparue de son mental, lorsqu'elle n'est plus active dans son mental, ce dernier est naturellement créatif, automatiquement créatif, automatiquement capable de vivre sa vie en fonction du niveau primaire. Mais tant que la seconde présence n'est pas parfaitement neutralisée par sa conscience de son existence, l'homme est sujet à la programmation psychologique de l'ego. Il est sujet à l'influence subtile des courants astraux et il est aussi sujet à l'activité présente dans son mental du double qui veut faire de lui, sur le plan mental, un être dont la réceptivité est parfaite. Si on demandait qu'est-ce que fait la seconde présence, comment colore-t-elle la vie de l'homme tous les jours, nous répondrons que c'est la seconde présence dans la vie de l'homme qui crée la difficulté d'être parfaitement heureux. C'est la seconde présence qui empêche l'homme d'être parfaitement heureux. Parce que dans le fond, l'homme a seulement deux possibilités de vie, deux qualités de possibilités de vie. Une
d'être heureux, c'est-à-dire parfaitement bien dans sa peau, ou une autre, être moins heureux ou imparfaitement bien dans sa peau. Dans la mesure où la seconde présence s'élimine de sa conscience, il ne peut pas faire autrement que d'être parfaitement bien dans sa peau, donc d'être heureux. C'est ici que la seconde présence prend une grande importance dans la conscience de l'homme, sur le plan de l'étude de l'activité mentale. C'est ici que cette seconde présence devient la plaque tournante de son activité mentale créative future, de l'équilibre parfait de ses centres d'énergie et de l'accroissement exponentiel de sa créativité mentale. Donc, réaliser les effets constants de cette seconde présence est essentiel pour l'évolution du mental créatif. Elle est essentielle pour la réorganisation psychologique de l'ego face à l'interne de son intelligence. Elle est essentielle pour la perception, enfin, chez l'homme, qu'il est un être en puissance et qu'il est un être de puissance créative mentale. L'homme dans la vie, à cause de cette seconde présence, vit toujours une sorte de doute, une sorte de malaise face à l'échéance des événements. Et cette condition crée en lui une perturbation de son énergie. Cette condition le force à vivre toujours à l'affût d'un perfectionnement de sa vie. Naturellement, si l'homme n'est pas capable de perfectionner et d'ajuster parfaitement sa vie, c'est parce que il est encore assujetti à la seconde présence. Et dans un autre côté, ou d'un autre point de vue, l'homme ne peut pas atteindre sa puissance tant qu'il est assujetti à cette seconde présence. Donc, d'un côté, l'homme vit une intelligence qui n'est pas totale, c'est-à-dire une intelligence dont la nature, la qualité est secondaire, intelligence qui est colorée par ses émotions et son mental inférieur. Et d'un autre côté, juste de l'autre côté du mur, l'homme est un être en puissance, l'homme est un être de lumière, l'homme est un être capable de répondre instantanément à la vibration créative de son mental supérieur. Et pourtant, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que cette seconde présence crée toujours un voile entre lui-même et sa source. Et ce voile peut être d'une subtilité, d'un raffinement tellement grand que l'homme nouveau doit en prendre conscience, doit le réaliser et doit travailler dessus à partir du moment dans la vie de tous les jours où cette seconde présence se manifeste. Et quelle est la qualité de sa manifestation? Une de ses qualités, c'est la lourdeur. Elle crée dans l'esprit de l'homme une lourdeur. Donc une pensée qui crée dans l'esprit de l'homme une lourdeur, c'est une pensée qui fait partie de la seconde présence et elle est illusoire. Une pensée qui crée dans le mental de l'homme de la lourdeur, elle est illusoire. Pourquoi crée-t-elle de la lourdeur? Parce que l'homme vit une certaine émotivité face à une certaine conception, face à une certaine idée, face à une certaine pensée. Et lorsque l'homme laisse entrer de l'émotion dans le mental, automatiquement, il vit une lourdeur. Et cette lourdeur est accumulative jusqu'à temps que l'homme puisse réaliser que la vie réelle, mentale, créative, est d'une légèreté telle que l'homme peut vivre sur le plan matériel sans jamais sentir qu'il est obligé de se battre, de se débattre et de combattre. Donc, lorsque l'homme aura perdu cette seconde présence dans le mental,
il ne se battra plus dans la vie, il n'aura plus à combattre dans la vie, il n'aura plus à lutter dans la vie, il aura simplement à vivre en harmonie vibratoire avec la source, c'est-à-dire il n'aura qu'à comprendre le mouvement subtil de l'énergie à travers les événements qui font partie de la vie. Mais si l'homme ne s'amène pas, l'homme nouveau, s'il ne s'amène pas à voir, à réaliser cette seconde présence et cette tournure d'esprit, lorsque se produisent tel ou tel événement, il ne pourra jamais en arriver à bénéficier de cette instantanéité, de cette infinité, de cette ouverture sur le mental qui fait partie de la gloire de l'homme et qui fait aussi partie de sa puissance. La seconde présence sert à tester l'homme, à tester jusqu'à quel point il vit de son esprit, jusqu'à quel point il peut vivre de son esprit, jusqu'à quel point il est capable d'être consistant dans sa relation avec son esprit, avec sa lumière. Donc, il ne faut pas regarder la seconde présence d'un point de vue négatif. Il faut la voir comme étant un aspect, un statut de son mental inférieur et apprendre à travailler constamment à en neutraliser les influences, à en neutraliser la prise de possession qu'elle a sur la conscience humaine. À partir de cette conscience nouvelle, l'homme réalisera petit à petit qu'effectivement, la vie mentale, la vie créative, la vie psychique, c'est-à-dire le lien entre lui en tant qu'ego et son double, est une vie qui ne peut pas s'éteindre, est une vie qui est toujours présente, est une vie qui est toujours accessible, parce que justement, son accessibilité est le produit, la conséquence d'avoir pu finalement dépasser le conditionnement psychologique que crée la seconde présence sur son mental. Conditionnement qui lui fait constamment miroiter l'impossibilité, le doute, l'insuffisance, l'arrêt, donc l'impuissance. La puissance créative de l'homme n'est pas le produit d'une méthodologie, n'est pas le produit d'un effort. La puissance créative de l'homme est le résultat de sa capacité de vivre le courant dynamique de son mental supérieur. Mais il ne peut pas le vivre, ce courant, si la seconde présence fait constamment obstacle à sa manifestation. Donc l'homme n'a pas à lutter, à se battre, ou à conquérir quoi que ce soit pour être intelligent. La lumière, c'est son intelligence. Mais il doit conquérir la seconde présence. Il doit la dévaster. Il doit l'annihiler. Il doit la briser constamment. Il doit en réduire le squelette jusque dans la poussière. Lorsqu'il aura réussi à l'identifier, cette seconde présence, à en voir les machinations, à en voir les insinuations, à en réaliser la totale incompétence. À ce moment-là, il vivra de plus en plus de cette source inépuisable d'intelligence qui fait partie de sa fusion, de son contact, de sa réalité intérieure, de son esprit, de la présence de son double, de sa source. C'est la seconde présence qui crée la conscience égoïque, c'est-à-dire la conscience réflexive, la conscience tournée sur elle-même, la conscience subjective, la conscience qui pense subjectivement. C'est la seconde présence qui est chez l'homme la source de la souffrance. C'est elle qui crée en lui l'impression de ne pas pouvoir être à la mesure de ce qu'il est en réalité. C'est elle qui s'oppose à la manifestation créative de sa propre lumière.
C'est elle qui entraîne l'homme au cours de la vie à des états plus ou moins avancés de dépression psychologique ou de dépression psychique. Donc la seconde présence, son identification, la réalisation de ces mécanismes, de ces influences chez l'être humain est essentielle pour que l'homme commence finalement à bénéficier de la permanence de son lien créatif avec le double. Tant que l'homme n'aura pas saisi parfaitement les effets de la seconde présence sur son mental, il ne pourra pas commencer à réaliser la présence ou les effets ou les conséquences de l'intelligence primaire ou de la présence primaire dans son mental. Il ne pourra pas goûter de ce calme interne qui caractérise l'intelligence supramentale et qui fait de la vie non pas une lutte, mais un jeu constant, un jeu toujours bien joué, un jeu toujours bien tourné à l'avantage de l'homme et non plus à l'avantage de l'expérience de l'âme à travers l'homme. Lorsque ce dernier aura finalement développé suffisamment de force mentale pour dépasser les influences de la seconde présence, l'homme vivra simplement de son esprit, il n'aura plus de karma, c'est-à-dire qu'il ne sera plus lié à la programmation psychologique et psychique de son être, il n'aura plus de lien avec l'âme, la mémoire. Il sera totalement créatif, totalement présent dans le mental, et ce que suscitera dans son intelligence la lumière du double lui bénéficiera amplement sur le plan matériel, parce qu'il aura déplacé dans sa vie mentale le plus grand obstacle qui, au cours de l'évolution, fut responsable de la chute de l'homme, c'est-à-dire de sa descente dans les enfers psychologiques de l'ego, de sa descente dans des états d'esprit qui ne conviennent pas à sa réalité, à sa puissance, à sa manifestation, mais qui ne conviennent qu'à l'expérience subjective d'un ego qui, tout au cours de la vie, est terrorisé par la lutte, assujetti à la lutte et imbriqué dans la forteresse de sa propre incompétence, justement parce que il n'a jamais su que la seconde présence est la caricature de lui-même, la caricature de son intelligence, et non pas son intelligence réelle. Lorsque l'homme aura réalisé ceci, lorsqu'il aura compris que la seconde présence est une caricature de la réalité, est une caricature de son intelligence, est une infirmité face à sa puissance, et qu'il a accès à cette puissance instantanément, dans la mesure ou dans le temps où il dépasse la puissante influence de cette seconde présence, l'homme, pour la première fois, se sentira extrêmement léger, extrêmement allégé, et il vivra une vie pleine, c'est-à-dire une vie qui n'aura plus de limite à aucun niveau de son expérience. C'est à partir de ce moment-là que l'homme nouveau réalisera profondément que la vie est très simple et que la seconde présence en lui la rend très compliquée. Dès que l'homme a l'impression que la vie est compliquée, il est assujetti à la seconde présence. Dès qu'il a l'impression que la vie est bloquée, que les événements ne sont pas en sa faveur, il est assujetti à la seconde présence. Dès qu'il a l'impression qu'il est sans puissance, il est assujetti à la seconde présence. Donc, nous pouvons facilement voir que la seconde présence est effectivement le voile, l'enveloppe de l'ego. Et l'ego doit dépasser, transparaître, se sortir par osmose créative de cette enveloppe et de ces voiles
afin de pouvoir réaliser finalement qu'il a une vision extrêmement vaste de la vie et qu'il a une capacité très grande afin d'exécuter cette vision. Aucun être sur la Terre est sans lumière, mais tous les êtres sur la Terre sont plus ou moins embriqués, plus ou moins assujettis à une forme ou autre de seconde présence. Et à partir du moment où la lumière explique à l'homme les lois du mental inférieur, c'est à lui de prendre en conscience, en considération ces lois, afin de les appliquer dans son mental et de se débarrasser une fois pour toutes de son impuissance, de l'impression de son incompétence et aussi de l'incapacité qu'il a de vivre pleinement sa vie. Donc, dès qu'il se produit dans le mental humain une absence de repos, une inquiétude, une diminution de sa vitalité psychologique, c'est la présence seconde qui est responsable de cet état. Que cette présence soit le produit de l'activité astrale, ou que cette présence soit le produit de l'activité du double, dans son effort de perfectionner et d'élever le taux vibratoire du mental humain, l'homme vit, d'une façon ou d'une autre, un phénomène psychologique qui est responsable de son attrition et qui doit être de plus en plus réalisé si ce dernier veut un jour participer créativement à la vie, à sa vie, et aussi à des activités qui sont engendrées ou qui seront engendrées par d'autres hommes qui auront compris les mêmes lois du mental inférieur.